l'objet d'un petit peu de cette présentation, c'est effectivement la place de l'arbre dans le territoire du Vexin normand. Alors ça reprend une carte du 18e, je crois. Oui, alors, on peut avoir une version cinéma. Voilà, il y aura un meilleur contraste. Donc pour redéfinir le territoire du Vexin normand, mais je pense que vous le connaissez. Donc à l'est, bien c'est l'Epte. L'Epte, ensuite on a la Seine au sud-ouest. Landelle, on remonte Landelle jusqu'à la forêt de Lyons. Donc la forêt de Lyons est bien incluse dans ce périmètre du Vexin normand. Ensuite, c'est le haut de la côte du Pays de Bray. Voilà, et puis on rejoint Neufmarché, l'Epte. Voilà, donc moi, dans la présentation, j'ai volontairement exclu la forêt de Lyons parce que c'est une entité un peu à part et qui est très particulière parce que forêt domaniale, ancienne forêt royale, est très influencée par la sylviculture et la place du forestier sur ce territoire. Bon, tout le monde a connaissance, plus ou moins, je suis sûr, d'un arbre remarquable par-ci par-là, mais les arbres, ça vit, ça meurt, ça disparaît. Et il y a eu dans les années fin 19e, début 20e, un engouement, un intérêt pour le début du tourisme vert et puis justement la reconnaissance de ces arbres-là, notamment en forêt de Lyons, avec les majestueuses hêtraies cathédrales. Donc il y a eu un certain nombre de hêtres comme ça qui ont été répertoriées, conservées par les forestiers, baptisées souvent du nom d'un forestier. Mais ces arbres-là, tombent les uns après les autres. Je crois que le dernier, c'était le hêtre de la Motte, le plus gros hêtre de la forêt de Lyons, qui est tombé le 11 mai, qui a perdu la tête le 11 mai, le jour du déconfinement, le 11 mai 2020. Et voilà, bon, ironie du sort. Et voilà, donc moi au quotidien, et puis en laissant traîner un petit peu les oreilles aussi, je suis attentif à ce qu'on puisse repérer de nouveaux arbres intéressants, donc pour peut-être demain qu'ils deviennent remarquables et remarqués en tout cas par le public. Alors ça ne se décrète pas d'arbre remarquable, c'est un arbre qui va attirer l'œil et puis ensuite on va aller le voir, on va se créer un peu des histoires avec ces sujets-là, quoi. Donc c'est un petit peu la démarche. Après il y a d'autres, je ne suis pas le seul, il y a d'autres. Il y a des associations qui s'intéressent aussi à ça. L'association Arbres Remarquables, qui est au niveau national aussi procède à des recensements et puis des classements d'arbres intéressants, d'intérêt national. Ça reste un label, mais ce n'est pas une protection juridique et absolue d'un arbre. Ça reste souvent tout ce qui est plan d'urbanisme qui permet de protéger un arbre. Donc effectivement, comme je le disais, c'est un repérage quotidien, des recherches en parallèle. Moi j'ai accès à des archives aussi forestières, mais bien souvent aussi les archives communales peuvent être des sources intéressantes, les délibérations qui font mention des travaux faits sur tel ou tel patrimoine boisé, replantation, taille, abattage des arbres sur le terrain communal, ça c'est des choses on apprend pas mal, quoi. Et puis après, dans une démarche un peu plus dans le cadre de publication, là il faut effectivement aller à bonne saison avec le bon éclairage pour aller faire ces photos. Voilà. Là vous avez une petite ce hêtre pourpre là qui est sur la gauche, là il m'a toujours épaté ce hêtre. Alors on peut le voir quand on est dans Lyons-la-Forêt, pas très loin on le voit de l'école en fait. Et donc ce hêtre pourpre, il a été planté par Laurent de la Bunaudière, qui est mes illustres prédécesseurs, et il l'a planté sur les anciens remparts du château, et en fait il y a une cave voûtée sous ce hêtre. Et donc il pousse dans le vide quasiment. Alors déjà il y a le vide parce qu'il y a les remparts,
Et puis sous le système racinaire, en fait, il y a les racines qui descendent dans la cave, quoi. On se demande comment il tient, mais voilà, il est toujours là, il est en bonne forme. Donc, bon, ouais, il y a quelques petits trésors cachés comme ça. Voilà. Alors la démarche aussi, c'est pour les arbres remarquables de leur faire honneur et de les faire remarquer. Donc à l'occasion de randonnées comptées, par exemple, ou aussi de manifestations, voilà, de réunions à l'occasion d'abattage. Parce que on peut considérer des fois que l'abattage d'arbres c'est quelque chose de négatif, mais bon, souvent il y a des raisons à ces abattages, et puis l'idée c'est de pérenniser un peu ces arbres-là et puis d'en faire un événement, quoi. Là vous avez l'abattage du chêne Saint-Jean, qui date de 1993, qui avait attiré du monde. J'y étais pas, mais je sais pas si Serge y était, mais non. Voilà, moi le plus récent qu'on ait fait, c'était l'abattage du hêtre de la Bunaudière, donc en 2013, le 30 novembre. Et voilà, du coup on en a fait un événement qui a rassemblé 250 personnes. Et puis après, le bois du hêtre a été valorisé, voilà, en meubles, en sculptures, et ça a été quelque chose de très intéressant, quoi. Mais c'est vrai que ces arbres-là, là vous avez par exemple les 4 chênes, une cépée de chênes qui était très connue sur Lyons, et puis à la tempête de 90, les 4 chênes se sont retrouvés par terre. À l'époque, je crois que c'est l'ébéniste des Trépagny, je ne sais plus son nom, c'était pas Touzard, qui avait fait une armoire, je crois, avec ce bois-là, quoi. Voilà, on va revenir à notre sujet sur ce territoire. Et puis, une première approche, c'est la surface boisée dans le Vexin. Alors moi, l'image que j'avais en tout cas du Vexin, c'était une plaine céréalière où il n'y a pas un arbre, quoi. Et puis, depuis quand même quelques années que je parcours ce territoire, je m'aperçois que c'est pas forcément la grande plaine qu'on peut s'imaginer et qu'on peut décrire. À la limite, le plateau du Neubourg, je le trouve plus nu que le Vexin, quoi. Donc c'est vraiment une découverte. Donc là, sur un site qui est accessible, qui est intéressant, si vous voulez le consulter, voilà, ça donne le taux de boisement par commune. Donc plus c'est sombre, plus le taux de boisement est élevé. Donc en gros, effectivement, on a le cœur du Vexin autour des Trépagny, en gros, là où on a les communes les moins boisées, on est entre 0 et 10%. Et puis sur la périphérie, là on voit bien l'influence de la forêt domaniale de Lyons, les versants boisés de la vallée de l'Andelle. On a aussi les versants boisés de la Seine. Et puis on retrouve aussi Gisors, les abords de Gisors. Voilà, et puis le Vexin bossu où il y a un peu plus de bocteaux et puis de zones boisées, quoi. Donc au final, voilà, ça fait finalement très peu d'espace en surface, ramené à l'ensemble du Vexin, très peu de surface où on a un faible taux de boisement, quoi. Bon, si on fait un petit zoom sur la communauté de communes, la Vexin normand, voilà, on retrouve l'importance là de la forêt de Gisors. Là, on a un petit bout de la forêt de Lyons. Et puis là, on a un lambeau de la forêt de Bleu, évidemment, qu'on retrouve. Et puis le Vexin bossu, là, légèrement boisé. Donc en taux de boisement, voilà, c'est à l'échelle du département de l'Eure, on doit être à 23%, c'est ça, 23% de taux de boisement. Là, sur la Comcom, on est en dessous des 15%. Par comparaison, Lyons-Sandel, c'est 37% de taux de boisement, quoi. Ce qui est quand même assez considérable, quoi. Mais on voit que dans le détail, il y a quand même de très fortes différences, quoi. Donc voilà, on peut dire que c'est pas la plaine qu'on pourrait penser, quoi.
Alors je me suis intéressé un petit peu à la toponymie, voir un petit peu ce que ça pourrait apporter. Alors j'ai pas complètement terminé, du coup j'ai pas fait toutes les communes. Là j'avais commencé par la Comcom Vexin-Normand. Et donc avec, j'ai même pas mis la légende, ça c'est pas bien. Enfin, je vais vous présenter ça un petit peu. Ce qui ressort sur l'ensemble du Vexin normand, il y a énormément de toponymes avec des noms d'arbres, des espèces d'arbres. Hein, on retrouve le chêne, le hêtre, le bouleau, l'aulne, le merisier, l'orme, le saule, le tremble, le noyer, le tilleul, frêne, poirier, pommier. Là, on est sur de l'arbuste, mais le houx, l'acacia, le noisetier, le sapin, l'érable, châtaignier, sureau, néflier, l'if, le buis. Voilà, donc c'est quand même assez conséquent. Alors en ordre d'importance, c'est le chêne qui arrive en tête des toponymes. On va le retrouver vraiment partout. Un petit peu moins au centre parce que c'est moins boisé. Ensuite, on a le saule. Le saule, alors c'est les petits triangles bleus, là, la tête en bas. Et on va les retrouver finalement principalement au cœur du Vexin, sur cet axe-là, un peu en long. Et finalement, ça correspond un peu à une dépression qu'il y a au sud des Trépagnies. Donc on va retrouver vers le Thil en Vexin, vers Nogent. Et c'est des zones quand même qui sont un peu plus, ça fait un peu une cuvette à cet endroit-là, donc c'est un peu plus humide. On voit que ça correspond un petit peu aussi à la géologie. Là on a des limons assez profonds, mais si on a des fortes pluies, ça peut vite s'engorger aussi sur ces secteurs. Donc le saule en troisième position, on a le poirier. Donc là, le poirier, on va le retrouver un petit peu sur toute la périphérie. Alors le symbole du poirier, c'est le triangle jaune. Donc on en retrouve pas mal, un peu un petit peu partout finalement. Et alors souvent, c'est associé à des toponymes assez variés. On a la sole du gros poirier, on a le poirier de cochon, le poirier campigny, la cendre du poirier lanier, le poirier rouge, le poirier tonnerre, la poirette, le poirier souris. Alors, est-ce que ça correspond à des variétés, Serge? Certaines, oui. Ouais. Oui. Le poirier souris, peut-être, non? Non. Le poirier rouge, poirier rouge, oui, ça peut indiquer des pois rouges, oui. Le poirier tonnerre? Non. Le poirier souris, poirier campigny. Campigny, peut-être, oui. Ouais, le poirier lanier, la cendre du poirier lanier. Mais ça peut être aussi des noms de personnes. Bon, le poirier de cochon, j'imagine que oui, le poirier à cochon. Le poirier sauvage. Ouais. La sole du gros poirier, bon. Donc on retrouve quand même ce fruitier de façon importante, mais alors probablement, je pense pas à l'état sauvage, mais sûrement quand même isolé et cultivé, planté quoi. Donc ensuite on va retrouver le tilleul. Alors le tilleul, oui, on va le retrouver un petit peu partout. Alors, où est-ce que c'est la croix jaune. Bon, on retrouve forcément les tillers en Vexin. On a au nom du village le Thil. Donc c'est le tilleul, oui. Voilà. Donc on le retrouve aussi un petit peu sur la périphérie et le long de la forêt de Lyons. Ensuite, on a le hêtre. On a quand même du hêtre qui va plutôt se concentrer plutôt vraiment vers la vallée de Seine et puis un petit peu sur le long de la vallée de l'Andelle, quoi. Mais bon, on est hors du secteur comme Vexin normand. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Des aulnes aussi, de l'aulne, merisier, pas mal, qu'on va retrouver un peu dispersé.
Alors, il y a un toponyme qui revient fréquemment, c'est l'épine. Mais ça, l'épine, c'est pas forcément l'arbuste. Hein. Ça peut être en fait la butte. Hein, voilà. Et, donc, c'est un toponyme associé à des hauteurs, quoi, qui peuvent être associés à des hauteurs. L'étoile. Alors, l'étoile. Tac, tac, tac. Alors, je crois que j'avais mis le ou, il me semble. Oui, j'avais dû mettre le ou, mais il y a plusieurs couleurs. Il y a peut-être bien le merisier. Ouais, il faudrait que je corrige ça, mais ça doit être ça. Donc voilà, ça nous donne quand même une petite indication. Et on voit finalement qu'il y a très peu de villages où il n'y a pas de toponyme associé à l'arbre. Hein. Il y en a quasiment partout. Sachant que là, j'ai pas exploré. Là, j'ai pris la carte IGN, mais en fait, il faut reconsulter les plans de cadastre initiaux 1803 à 1848, où là, il y a beaucoup de toponymes souvent qui ont disparu. Donc, il faut aller rechercher et compléter, quoi. Donc là, ça reste une première approche, on va dire, assez partielle, quoi. Voilà, donc on a à Guerny Notre-Dame du Chêne. Donc c'est une chapelle qui aura été érigée en 1495 par Guillaume de Ferrières, qui était le seigneur de Dangu. Et c'est suite à un accident de chasse, voilà, où il a pu guérir, il s'en est remis. Et donc pour remercier de cette guérison, il a fait ériger cette chapelle. Donc qui a un chêne qui est à moitié dans la chapelle et qui ressort par l'arrière. Et donc, alors une autre hypothèse aussi, c'est que cette chapelle a été érigée sur un lieu druidique. Enfin voilà. Alors on a souvent des arbres qui portent le nom de chêne à la Vierge. Alors il y en avait un en forêt de Pressagny, enfin Vernon-Pressagny. Bon, c'est des arbres qui ont disparu déjà depuis longtemps. C'est à Touffreville aussi, il y avait alors vous voyez sur une carte postale chêne à la Vierge, mais en fait c'était un hêtre. Bon, c'est pas grave, mais voilà. Il y avait... alors, particularité du Vexin, ce sont les ormes. Alors je vous invite à consulter cet article-là de la Société d'histoire du Pays de Bray, qui est vraiment excellent parce que c'est très très détaillé, très fouillé sur la place de l'orme dans le territoire. Et donc effectivement, que ce soit dans les documents d'archives historiques ou dans les toponymes, on retrouve, il y a tout un secteur qui couvre une partie de l'Oise et du Val d'Oise, et puis une partie sur le Vexin normand, où on va avoir, où on a eu une abondance de l'orme. Alors on a eu le long des routes, les routes étaient souvent plantées d'ormes sur leur bordure, jusqu'à ce que ça disparaisse. Et puis il y a eu différentes campagnes d'abattage aussi. Et on voit sur ces cartes, la plupart des routes sont bien, les routes qui mènent à Gisors là, sont plantées. Voilà. Alors l'automobile a fait du mal, évidemment. Mais, et puis la graphiose qui a décimé l'espèce. Voilà. Il a disparu ? L'orme a disparu, peut-être pas finalement. Enfin, non, on a encore des jeunes sujets qui arrivent ça drageonne pas mal l'orme. Et donc les jeunes sujets arrivent à pousser jusqu'à un certain diamètre, à peu près au diamètre 20-25 cm. Et arrivé à cette taille-là, en fait, ils vont acquérir une maturité qui leur permet de produire certains phéromones qui attirent le scolyte, enfin l'insecte qui propage le champignon de la graphiose. Donc quelque part, c'est un petit peu compliqué, quoi. Mais il reste quand même quelques ormes
quelques ormes. Donc il y en a un qui est présenté dans le livre. C'est un orme qui est sur la butte du château de Longchamp. Et donc il fait 1 mètre de diamètre, il est en parfaite santé. Donc ça c'est quand même assez étonnant. Je pense que c'est parce qu'il est isolé au milieu de la plaine. Et puis surtout il est complètement compressé. Alors il doit y avoir des frênes autour, je crois. Enfin il y a d'autres arbres, des tilleuls aussi. Et donc du coup il ne peut pas dégager ces fameux phéromones qui vont attirer l'insecte, quoi. Donc ça le protège. Et nous, effectivement, ça arrive qu'en forêt, on en voit quelques-uns, et donc on a fait des erreurs aussi, hein, mais on sait qu'aujourd'hui, il ne faut absolument pas dégager les ormes, il faut les laisser au contraire étouffés par les autres arbres, ça les protège. Voilà. Sur ceux qu'on replante maintenant qui sont résistants. Voilà, donc il y a plusieurs clones. Il y a le Vada, c'est ça? Comment? Il y a le Varda, Lutèce, Varda, et il y en a. Ouais. Donc ça, effectivement, c'est. Alors il y en avait aussi un autre. Il y avait un autre orme à la ferme du Plessis, à Touffreville, mais je crois qu'il vient d'être abattu. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors c'était aussi un lieu finalement, enfin c'était le domaine d'Enguerrand de Marigny. Alors est-ce qu'il y a un lien, voilà, entre ces domaines royaux ou seigneuriaux et puis la présence d'ormes encore. Et justement, donc c'est une transition pour parler de l'ormeteau ferré de Gisors, enfin sur la route de Trichâteau. Je pense que vous avez entendu parler de cet orme. Donc qui aurait existé vers l'an 1000, et donc ce serait en 1195 que Richard Cœur de Lion et puis le roi de France se seraient retrouvés sur place pour négocier, faire la paix. Et mais la légende dit que un serpent serait sorti du pied de l'arbre. Et donc ils auraient du coup sorti l'épée pour mettre hors de danger par rapport au serpent. Et les troupes qui étaient présentes, voilà, ont cru qu'ils allaient se battre en duel. Mais au final, non, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, donc il y a cette légende, voilà, qui court au sujet de l'ormeteau de Gisors. Et cet arbre-là, en tout cas, il a été ferré. Donc en fait, il a été recouvert d'une armature métallique. Alors certainement parce que en fait, on craignait que les gens viennent abîmer cet arbre. Alors soit par dévotion, soit par admiration, mais c'était une pratique en tout cas qui se faisait à l'époque médiévale. Voilà, c'était d'encercler ces arbres. Quelque part pour les protéger, les corseter, les protéger. Alors on a parlé, oui, brièvement des arbres d'alignement où on avait de l'orme. Donc sur le territoire, il y a quand même l'allée classée de Dicourt, donc constituée de platanes et puis de tilleuls, donc qui est pour le coup là qui est classée. Qui a souffert quand même aussi des sécheresses. Hein. Je ne sais pas l'état sanitaire dernièrement. Il faudra voir au printemps. Mais forcément, une allée comme ça de plaine, on a eu pendant plusieurs années là, un vent d'est, tout le temps desséchant, les fortes chaleurs. Bon, ça doit être des arbres qui ont poussé isolés depuis le début. C'est quand même très très perturbant, quoi. Alors, un autre élément du patrimoine sur le territoire qui est vraiment remarquable, qui n'est pas ouvert au public, mais je pense qu'il y a... Voilà, si vous connaissez les propriétaires ou si vous y allez, je pense qu'en groupe, il y aurait moyen d'y accéder. Donc, ce sont les arbres du parc là, du château de Sainte-Marie-Vatiménil. Donc c'est Henri Gadot de Querville hein, qui vers 1890 a produit ce premier ouvrage là, des vieux arbres de Normandie. Et donc à l'époque il a déjà
il a déjà inventorié donc ce pin laricio qui est dans le parc. Donc ça c'est une photo, alors je crois que c'est déjà la photo de 1890 et ça c'est la photo en 2017. Et donc ça c'est, il fait 40 mètres de haut, hein, quasiment, hein, presque, et on devine sa cime qui vraiment dépasse nettement tous les arbres du village. Hein. Et alors ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait il a une particularité, c'est qu'il a un balai de sorcière ici, qui est sur une branche qui fait à peu près cette section-là. Et donc c'est une branche qui pend comme ça, qui fait plusieurs mètres, et au bout donc il y a ce balai de sorcière. Et ça fait un peu comme un pendule, quoi. Et quand il y a un petit peu de vent, ça oscille, quoi. Alors le balai de sorcière, en fait, c'est un développement anarchique des rameaux et du feuillage, occasionné par un champignon. Et donc c'est assez fréquent. Ça peut se voir, voilà, sur les résineux, hein, sur des épicéas ou sur un pin. Mais vraiment, ce balai de sorcière, il est exceptionnel. Il fait 2 mètres de diamètre, 3 mètres de haut. Et quand on avait visité l'arbre, en fait, il y a plein d'oiseaux qui sont à l'intérieur parce qu'ils trouvent, ils peuvent se nicher à l'intérieur. Donc on connaît la date de plantation, donc ce serait vers 1780 que cet arbre-là aura été planté. Là, on est vraiment sur des sols excellents. Hein. Il y a une grosse épaisseur de limon là, dans ce village. Mais ce qui est étonnant, c'est quand même que dans le parc, il y a d'autres arbres un peu extraordinaires. Donc il y a un hêtre pourpre qui a un empattement énorme, élargi. Voilà. On appelle ça une cloche, finalement. Et en fait, il a développé ce qu'on appelle des contreforts. En fait, ces contreforts, ils assurent aussi, ils contribuent à la stabilité de l'arbre. Hein. Le hêtre a quand même un enracinement superficiel. Mais c'est quand même assez étonnant. Alors l'hypothèse, c'est que on est sur un terrain limoneux, malgré tout, assez meuble. Alors peut-être que ces arbres de parc sont quand même sur une hauteur, soumis quand même à des vents assez fréquents. Alors est-ce qu'il a développé ça pour assurer une meilleure stabilité? En tout cas, sur le plan mécanique, c'est sûr que ça l'aide à tenir debout, quoi. Et c'est pas tout. Alors non, j'ai pas la photo. Il y a aussi un platane qui a cette forme de pied en cloche. Et là, le platane, il est au bord de la route, ça on peut le voir. Hein, il est en face l'allée qui borde le château. Voilà. Alors, un autre patrimoine unique. Voilà, le plailly. Alors je pense que vous connaissez, vous connaissez le plailly. Donc c'est un ancien champ de foire, hein, qui date de l'époque médiévale. Et voilà, on est aussi sur la route du Chasse-Marée. Donc actuellement, le plailly est planté de tilleuls. Alors le plailly, je ne sais pas si quelqu'un sait ce que ça veut dire, le plailly. Moi j'ai trouvé quelque chose, bon, ça reste à confirmer, mais le plailly en vieux français, ça veut dire le poisson plat. Genre le carlet, ou voilà. Et comme on était sur le Chasse-Marée, voilà, est-ce que c'était pas un lieu où justement ils s'arrêtaient pour vendre du poisson? Voilà, ça c'est une hypothèse. Et il y a la foire au hareng sur place d'ailleurs. Donc voilà. Il y a des arbres qui avaient la maturité, là, quelquefois ils éclatent. Ouais, là ils sont quand même très très vieux. Hein. Ils sont, je crois qu'ils datent du début 19e pour la plupart. Mais ce qui est assez étonnant, c'est la façon dont c'est planté. Alors bon, tout le pourtour est planté, donc ça fait quand même plusieurs hectares. Et au centre,
a donc un rectangle planté qui délimite un jeu de grande paume. Et ce jeu de grande paume, en fait, c'est un héritage des Anglais pendant la guerre de 100 ans. Hein. Menville a été occupée plusieurs décennies. Et on retrouve ces jeux de grande paume sur la Picardie. Hein. Et puis là, a priori, c'est un jeu de grande paume connu, mais qui est le plus au sud. Je crois qu'il y en a un autre en Normandie. Mais voilà, donc voilà, l'hypothèse aussi, c'est que ce soit un héritage des Anglais, sachant qu'on a aussi le boulingrin, la place du boulingrin à Menville. Donc là aussi, c'est anglais, hein, c'est Bowling Green. Donc très probablement, voilà, une forte imprégnation anglaise dans ce village. Et puis il y a également, au milieu, on a aussi un rond de danse. Et donc probablement, comme c'était un champ de foire, voilà, c'était le lieu probable où les gens allaient danser, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Hein. Alors, c'est au début des années 60, il y a eu le groupe scolaire qui a été construit. Donc il y a une partie qui a été abattue pour pouvoir construire l'école. Mais voilà, c'est à souhaiter que ce soit un patrimoine qui perdure et qui soit renouvelé. Je crois aussi qu'il y avait une partie qui a dû être abattue le long des maisons, quoi. Mais voilà, donc ça démontre l'importance du village quand même, parce qu'un champ de foire de cette ampleur-là, c'est quand même pas rien. Et puis, voilà, l'histoire, il y a plusieurs siècles qui se matérialise aujourd'hui par ces tilleuls, quoi. Récemment, il y a eu donc un platane à Gisors qui a été aussi répertorié et classé. Voilà. Donc après on voit aussi que finalement ce platane, il a un empattement assez large. Ça, c'est quand même une essence intéressante parce que quand les sujets sont très, très, très imposants, ça donne en général vraiment quelque chose de majestueux. Je pense à une cépée de platane qui est au château de Bézu, Bézu-la-Forêt, où c'est une triplette, hein, où les arbres partent en gouttières finalement. Ils forment des gouttières à l'intérieur. Ils sont déformés par le fait d'avoir poussé comme ça ensemble. Et c'est vraiment impressionnant, quoi. On a des très beaux sujets. Et puis ça résiste plutôt bien aux tranchées, parce que souvent les arbres d'alignement ou les arbres en ville, faut qu'ils subissent maintes tortures. Et en général, le platane résiste assez bien à ces travaux. Alors dans le territoire, on peut observer aussi l'arbre qui va accompagner un petit peu le patrimoine bâti ou le patrimoine religieux. Alors là, c'est un exemple auprès d'oratoires ou de calvaires. Donc ce sont principalement des tilleuls qu'on va retrouver. Alors ces tilleuls sont plus ou moins bien taillés, on va dire. Voilà, je pense que planter, ça, on sait faire, mais on n'imagine pas à quel point un arbre peut se développer, et le tilleul, c'est un arbre de Auger quand même. Et donc, soit on le laisse se développer comme ça, et à la limite, si on les avait laissés se développer, ça aurait formé ce qu'on appelle un biogroupe. Ça aurait eu l'apparence extérieure d'un seul arbre. Mais là, pour le coup, c'est des arbres aussi qui sont torturés. Alors le tilleul résiste assez bien, sous réserve quand même qu'on respecte un peu les bourrelets cicatriciels et qu'on ne fasse pas des grosses tailles, parce que au fil des années, si on fait des grosses coupes de plus de 10 cm de section, ça pourrit bien, et puis la pourriture rentre et ça fragilise au niveau mécanique l'arbre, quoi. Alors, ces tilleuls, il y a eu une mode quand même début XXe siècle où on a planté du tilleul partout.
Alors, les places de village ont été plantées en tilleul. Après la Première Guerre mondiale aussi, en fait, il y a eu un engouement par rapport à l'arbre. C'est dans ces années-là qu'on a eu l'apparition des fêtes de l'arbre. Donc avec, sous l'égide souvent du préfet, des incitations à planter dans les espaces communaux des arbres. Donc j'ai retrouvé dans les archives à Évreux, voilà, quelques mentions comme ça de plantations qui ont été faites sur plusieurs villages. Et l'objectif, en fait, c'était un peu un élan national. Il fallait reconstituer les forêts, surtout dans l'est de la France, qui avaient été dévastées par la guerre. Donc reconstituer ces espaces ou des zones qui n'étaient plus cultivables. Aussi produire du bois pour reconstruire la France. Donc il fallait planter, quoi. Et donc ça, c'était un élément pour inciter et dynamiser un peu l'attrait pour les arbres. D'où ces tilleuls. Alors j'ai pas retrouvé de traces, mais il y en a peut-être, vous en connaissez peut-être, des arbres de la liberté qui existeraient encore sur le territoire. Donc ces arbres qui ont été plantés après la Révolution, alors souvent ça a été planté début 19e, mais pour commémorer la Révolution. Ce sont des tilleuls? Alors ça peut être, c'est pas forcément des tilleuls, ça peut être d'autres arbres. Il y a eu des platanes, il y a eu des chênes. Un chaumont, il y en a un beau aussi. Ah oui, le chaumont, oui, je le connais, oui, je l'avais expertisé au tout début de ma carrière. Et ouais, impressionnant. Alors je pense que ça, ce serait, enfin, le patrimoine comme ça de calvaire ou d'oratoire, le mettre en valeur par les arbres, je pense que c'est quelque chose qui serait intéressant à relancer, parce qu'on voit des fois des croix, des carrefours, mais c'est une croix perdue, il n'y a rien autour, et voilà, le fait d'avoir des arbres à proximité, ça change les choses, hein. C'est aussi à Morgny, au bord de la route départementale, il y a c'est un oratoire aussi, enfin le Saint-Adrien là, et qui est planté aussi. Et j'ai retrouvé une carte postale ancienne où voilà, c'était bien planté, quoi. Le tilleul est fragile. Comment? C'est fragile. Fragile. Tempête ou... Ah non. Ah non. C'est vrai qu'après, on s'imagine des fois des arbres qui cassent, mais c'est des arbres très vieux, hein, bien souvent. Hein, mais non, ça vit très vieux. Même, alors il y a l'exemple, alors c'est pas sur le Vexin, mais il y a à Nolleval, il y a un tilleul qui daterait, ce sera un tilleul de Sully, donc du 17e, et donc qui a subi l'ouragan de 1957. C'est un orage très très violent qui a balayé l'ouest de la forêt de Lyons. Et donc cet arbre-là a cassé à ce moment-là. Mais il est reparti du pied et aujourd'hui il a une forme un peu biscornue, mais il est vigoureux, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Ça vit très très vieux le tilleul. L'engouement pour les plantations, c'est quelque chose qui revient de façon assez régulière. Et là, le département de l'Eure, depuis quelques années, donc associé à l'ONF, a engagé une opération de planter des arbres donc à hauteur du nombre de naissances qu'il y a dans le département chaque année, quoi. Donc les communes qui sont candidates, volontaires, peuvent déposer un dossier et puis le département finance la plantation, charge aux communes ensuite d'entretenir la plantation. Donc là, il y a quelques exemples sur le territoire. Donc il y a eu aux Andelys, là, pas très loin de l'ancien hôpital. Là. Donc là, c'est une forêt entre guillemets comestible qui a été plantée, donc avec des arbres fruitiers et puis des arbres dont on peut manger les fruits, quoi. Donc noyer, châtaignier, et puis après de l'arbustif aussi. Voilà. Et donc ça a été fait forcément donc avec les écoles, pour
pour les sensibiliser aux plantations. Et puis aussi, ça permet de valoriser, là en gros c'est un délaissé qui est entre le bas de falaise calcaire et puis la route, quoi. Donc plutôt que de venir entretenir tous les mois, faucher, bon là c'est planté, ça va pousser, bon il faudra entretenir un petit peu au début, mais après, voilà, un état boisé c'est quand même plus souhaitable à un sol nu, surtout en contexte de réchauffement climatique. Puisque forcément, il n'y a pas meilleur climatiseur qu'une zone boisée par rapport à l'évaporation des arbres qui libère de la vapeur d'eau et donc rafraîchit l'air ambiant. Le deuxième exemple, c'est à Vernon, là c'était cet automne, là aussi sur un terrain à proximité d'immeubles, là. Donc ça a permis aux enfants là, de mettre les mains dans la terre. Alors finalement, ils étaient plus intéressés à faire des boudins avec la terre que de planter les arbres. Mais bon, voilà, au moins ils ont découvert ce que c'était que ce qu'ils avaient sous leurs pieds. À Doudoville, hein, donc une ancienne... alors ça devait être d'anciennes pâtures communales qui ont été plantées dans les années 70 en peuplier. Et puis donc les peupliers ont été récoltés il y a une petite dizaine d'années, même pas, il y a 5 ans peut-être. Et puis donc là, la commune a souhaité replanter des espèces liées à ces milieux humides, hein, donc assez diversifiés. Voilà, ça permet de restaurer aussi un espace dans la vallée de la Bonde. Là. Voilà, bon après le peuplier... ça peut être sujet à discussion. Moi, ça ne me dérange pas. Je pense aussi que... l'exemple de Gagny, hein, où il y a le marais de Clairville qui fait presque 30 hectares. En fait, j'ai remonté les archives et là, depuis au moins, en tout cas à l'époque de la Révolution, il y avait une gestion très très intelligente de cet espace-là, où vraiment on optimisait ces milieux humides. Ils louaient l'herbe pour le pâturage, ils faisaient de la récolte de peupliers et ils accordaient des droits pour faire de la récolte d'osier, saulosier. Voilà, donc triple usage sur un marais. Aujourd'hui, franchement, on ne sait pas faire mieux. On est forestier, mais bon, on essaie tant bien que mal d'avoir un état boisé. Mais voilà. Et tous les ans, ils avaient des revenus. Donc là-dessus, je pense que les communes, il y a quelques décennies, savaient très bien gérer leur patrimoine. Hein. Si je reviens à l'exemple du Plailly, l'herbe était aussi vendue chaque année en adjudication. Et puis, même les tailles des tilleuls, ils en faisaient des fagots et c'était vendu. Voilà, rien ne se perdait. Aujourd'hui, c'est un patrimoine qui coûte. Mais hier, ça ne coûtait rien, voire ça rapportait. Donc, autre opération dans cette opération, donc une naissance à un arbre, c'est des plantations, voilà, vraiment au cœur des villages, pour ramener un petit peu de fraîcheur et puis de bien-être au centre. Alors, il n'y a pas eu forcément de projet sur le territoire de cette nature, mais je pense que ça mériterait. En tout cas, je sais qu'il y a bon nombre de... J'ai en tête la commune de Charleval, par exemple, où la place de la mairie était plantée de tilleuls encore au début XXe siècle. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une place qui est bien propre, bien goudronnée, et forcément, dans un contexte de réchauffement, ces arbres-là seraient peut-être les bienvenus. Voilà, ceci dit, il faut toujours garder confiance et ce qu'on observe en tout cas sur le territoire, c'est le retour des haies. Alors ça reste encore peut-être modeste et récent, mais voilà, il y a des kilomètres de haies qui sont plantées là depuis quelques années. Alors c'est principalement de la haie arbustive. Donc c'est dans le cadre d'opérations avec financement de la région, des fédérations de chasse.
Et les résultats, je dirais, sont plutôt très bons. En général, ça pousse vite, forcément, on a des bons terrains. Ben ça permet de reconstituer un habitat. Tout de suite, on va avoir des oiseaux, on va avoir de l'abri, oui, pour les lièvres, pour plein d'espèces. Et donc ça, forcément, ça peut être que bon. Et puis, avec le temps, tout dépend comment on entretient, mais on peut avoir des espèces de haugers qui vont être essaimés par les oiseaux et qui vont grimper, des merisiers, peut-être des chênes, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant et ça commence à ponctuer le paysage. Et de toute façon, ça deviendra certainement une nécessité dans les années à venir. Alors, j'ai pas fait de diapo là-dessus, mais il y a dans la continuité de redonner une place à l'arbre dans le paysage et dans nos territoires, c'est l'agroforesterie, voilà. Et donc il y a quelques initiatives comme ça, un peu à droite à gauche, sur des plantations récentes, mais on a la chance d'avoir un précurseur dans la salle avec Serge. Parce que les plantations là dans les herbages où l'on des cultures, ça va faire combien de temps? Ça fait 25 ans. Hein. J'ai planté en 99. Ouais. Hiver 99. Et ça a très bien poussé. Oui, au départ, franchement, j'y croyais pas. Il y avait beaucoup de travail autour. Mais voilà, donc à force de... Le tout, c'était d'avoir des troncs droits les plus hauts possible. C'est ça, ouais. Et moi, je me disais, comment il va faire pour avoir des choses qui tiennent la route Et en bas, il fallait tailler la pointe. Parce que c'est quoi, oui, pour garder une bonne dominance apicale. Chaque année, la tige, puis après on revenait en bas, tailler, et Ouais. toujours la pointe et le bas. Voilà, donc c'est un savant dosage pour avoir... Et vous avez visité comment alors, il y a du merisier. Du merisier, du noyer d'Amérique, qui est absolument magnifique. Ouais, ça pousse bien, ça. Oui, alisier torminal, chêne Cécile, châtaignier, érable sycomore. Ouais, c'est à peu près tout. Donc ça, l'intérêt, c'est que ça fait du brise-vent, ça gêne pas pour les cultures, ça gêne pas pour les herbages, ça fait de l'apport quand même de l'apport avec le feuillage qui va se disperser et puis qui va se décomposer plus lentement. Donc c'est de l'apport quand même, mine de rien, qui n'est pas négligeable. Et puis ça fera de la récolte de bois, enfin c'est à souhaiter. Oui, j'ai compté, il y a 650 mètres de long sur 2 mètres de large. Donc ça fait 13-14 arts. Et quand je récolterai autant de bois. Dans les 14 arbres que dans 1 hectare. Voilà. Tout d'un coup, à la fin. petit à petit. Ça sera pas moi qui... Non, mais je veux dire, dans le principe. Il y aura des stades d'abattage, Oui, parce ça. que les merisiers, ça ira plus vite. Voilà, ouais, je pense. Remplacer après. Là, vu la densité, oui, je pense qu'il faudra intervenir peut-être, dans un premier temps, faire du bois de chauffage de temps en temps. Et, C'est un peu d'acacia aussi. ouais. L'acacia, là, c'est bon. Mais alors c'est sûr, c'est de l'investissement de départ, mais voilà, le résultat, c'est parfaitement compatible avec d'autres usages. C'était fait pour l'ombrage pour les animaux. Ouais. Alors c'est dommage qu'on peut plus planter de frêne, mais sinon, derrière, en période de sécheresse, feuille de frêne, c'est un bon fourrage. Enfin, c'est un bon. Ouais. Donc voilà, il y a d'autres alternatives qui se mettent en place. Et ça, c'est tant mieux. Parce que finalement, quand on regarde bien, on nous parle on nous rabâche avec le réchauffement climatique, mais vous enlevez toutes les activités humaines sur un territoire, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 10 ans, 20 ans, la forêt, voilà. Dans les zones tempérées, la forêt, c'est ce qui va se mettre en place.
Donc aujourd'hui, nos espaces ouverts, c'est parce que on lutte contre la nature et forcément, on a besoin de manger, on a besoin de vivre, voilà. Mais il faut qu'on prenne conscience du fait que si on veut que notre territoire, notre terre résiste mieux, il faut lui relaisser de la place. Donc ce dont on n'a pas l'usage, ce qui n'est pas nécessaire pour nous, on a tout intérêt à ce que ça redevienne boisé. Voilà. On y sera gagnant. On peut engager la discussion. Merci.